Alors aujourd'hui, on m'a proposé de vous faire un extrait de La Pérille mortelle. Autant vous dire que normalement, je gigote vachement sur scène. Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai fait des essais, mais si je me lève, vous voyez, je vous regarde vraiment de haut et avec les lumières, ça va pas. Donc, dites-vous que c'est un genre de mise en bouche. Voilà. Alors, je me prépare. Je me transforme en la reine de l'académie, de là qu'il y a des croûtes aussi, c'est-à-dire l'immense, l'immortel, la sereine, l'hyper zen, l'extra calme, Aline Finkielkraut. Alors, comme je suis quand même censée vous instruire, je suis tout de même académicienne. Et bien qu'on pourrait penser comme ça que comme mes consoeurs à l'académie, je ne suis absolument pas linguiste et que par conséquent, je ne suis absolument pas compétente sur la question du langage, mais ce serait se tromper, car en matriarcat, depuis quand une femme a-t-elle besoin de connaître quoi que ce soit à un sujet pour en être reconnue experte à contester? Oui, puisque je vous emmène en matriarcat dans un monde où les femmes dominent les hommes depuis la nuit des temps. Eh bien, pour votre gouverne, effectivement, mon nom se prononce Aline Finkielkraut, mais si on remonte aux racines germaniaques de mon nom, on peut dire aussi Aline Finkielkraut. Et c'est là qu'on voit toute la nuance. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps cette fois de récupérer ma veste d'académicienne. Voilà, je suis confinée à l'académie, bien sûr, comme nous sommes toutes très âgées à l'académie. Par conséquent, nous risquons une contamination. J'ai laissé ma veste chez Poujadas lors d'une répétition où on discutait ensemble, elle et moi, Davida Poujadas, des prochaines horreurs que nous pourrions dire contre les féministes sur les plateaux de télé, contre les masculinistes. Eh bien, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de vous faire cette annonce. La coronavirus, c'est nous. Voilà. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette coronavirus tue davantage d'hommes. Voilà. Donc, bien que je sois quand même âgée, donc un petit peu à risque, voilà, on a bien joué là-dessus, les copines, très très bien. Si ça avait été le coronavirus, évidemment, ça aurait été plus dangereux pour nous. On n'est pas passé loin. Alors, on va vous faire un discours. J'aime pas le premier mot. Messieurs, mesdames oiseaux, et bien sûr, chères consoeurs ovariennes, collègues lourdement clitorisés, amis du premier sexe, n'en déplaise au philosophe Simon de Belvoir, chères éjaculeuses de sainte Cyprine, fières combattantes des batailles utérines qui déversaient sur la terre les rivières pourpres, les torrents bruns, les fleuves d'opale, ces flots épais et odorants qui nous honorent. Et je voudrais saluer aujourd'hui celles d'entre vous qui arborent fièrement les peintures amazones, ayant passé sur vos visages, comme c'est de coutume, vos doigts écarlates trempés de nos belles menstrues, afin que l'on puisse reconnaître au premier regard celles d'entre vous qui arborent fièrement cette partie du moi et qui ont droit ainsi au respect éternel de la société, qui prendra sa quintessence dans la ménopause, âge béni qui nous trouve plus fortes et plus belles que jamais. Mesdames, oyez, oyez ce compte à rebours, très, très à rebours même, ce compte à régler. Et ça va saigner. Régler, saigner, hein. Petite métaphore menstruelle, comme on dit, de la meilleure goutte. Je vous la conseille en début de conférence, pas midi ailleurs, ça fait toujours sa petite effette. Hein? Ça te fait l'effette, toi, là-bas, mon damoiseau? Comment tu t'appelles? Grégoire? Si, crois-moi, tu t'appelles Grégoire.
Vous me perturbez, Grégoire. Bref, comme disait Pépine, elle était une fois dans un pays fort lointain, une cardinale à la robe rouge. La couleur si rouge de sa robe était certainement due à l'exhibition aux quatre coins cardinaux, comme ça, de ses éminentes menstruations, et c'est ainsi qu'on l'appelait Votre Éminence. Elle portait matronyme de Richelieu à soi. Elle avait créé une rassemblement de ses copines qu'elle avait appelée l'Académie française, et qui, des siècles après, allait encore casser les bonbons des hommes. Dans ce groupe de copines académiciennes, désormais autonommées avec cette humilité qui devait les caractériser toujours, et ce, malgré les preuves récurrentes de la contraire, les immortelles étaient une fois une grammairienne, Favre de Vaugelas. Celle-ci pensait que la langue que l'on parlait alors dans ce pays n'était pas encore assez sexiste. Sachant que le langage est éminemment politique et structure la pensée, elle avait érigé la règle de la féminine l'emporte sur la masculine, au prétexte que la genre féminine est la genre la plus noble, argumente irréfutable, c'est l'en est, vous en conviendrez. Ainsi fit de la règle de proximité. Désormais, pour bien parler française, l'on se devait de dire « les femmes et les hommes sont belles ». Ainsi, fit de la règle de majorité. Désormais, l'on devait dire, mettons, la reine Louise XIV et les 10 000 courtisans de son harem sont confinés et ES. De la même manière, suivant cette règle, l'on pouvait également dire les 10 000 courtisans du harem de Louise XIV et sa chaise percée sont usagés et ES. Voilà. Alors, ainsi des mots furent redéfinis, jusqu'à ce qu'on, selon la bonne vouloir de ces dames, détentrices du bon sens. Par exemple, ambassadeur ne désigna plus un homme ayant pour haute fonction de porter les intérêts de la présidente ou de la reine à l'étrangère. Ce terme signifiant désormais le mari de l'ambassadrice. Ainsi, des mots furent interdits, jusqu'à ce qu'on finisse par les oublier. Car si aujourd'hui on parle bien naturellement des titres, des métiers de professoresse, de médecine et d'autrice, elle ne vient plus à l'esprit de toute personne de dire professeur, médecin, auteur. C'est ridicule. Et puis entre nous, ça marche. Non mais c'est vrai, écoutez plutôt. Autrice, professoresse, voilà qui est digne et belle, alors que professeur, auteur, ces mots donnent la gerbance. Si, gerbance a été validée à l'Académie, bien sûr, c'est dans le dico. Et puis ma déesse, quelle lourdeur! Qu'ont donc les militants masculinistes contre la beauté, contre la légèreté et l'élégance de la française? Mesdamoiselles, messieurs, reprenez-vous! Un peu de hauteur, que diablesse. Mais des hauteurs, ça, non, n'en est pas question. L'on doit donc dire Monsieur la mairesse de Paris, Yann Hidalga, Monsieur la procureuse du République, c'est bien plus clair comme ça. Bon. Si, c'est plus clair. D'ailleurs, la fête de féminiser ces fonctions redore leur blason et valorise les personnes qui les exercent, femmes ou hommes, alors que masculiniser ces mots les rapetisse. Physiquement, déjà, puisqu'ils sont plus courts. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes tiennent à être appelés, mettons, monsieur l'avocate, et non pas l'avocat, sans quoi on les confondrait avec des fruits. C'est évident. Dans ce même cas, évidemment, dire maîtresse, même à un homme avocate, plutôt que maître, qui convient tout de même mieux à un usage en classe d'école primaire ou dans le cadre de relations extra-conjugales. Hein, Grégoire? Je vous enverrai un petit mail à la fin. Alors, aujourd'hui, des associations de masculinistes prostatiques
pour reprendre la notion bien connue, hein, selon laquelle la prostate serait un petit être se promenant dans le corps des hommes, leur faisant perdre leurs moyens hein, régulièrement, et les rendant donc trop faibles pour exercer les hautes fonctions et les métiers de l'esprit, voire de la sainte esprit, car imagine-t-on sérieusement un homme cardinal, un homme pape, soyons sérieuses. Ces associations de masculinistes donc, et même des institutions comme le HCE, le honteux Conseil des enragés, et également des universitaires comme Ororon, Even et Elian Vianotte, revendiquent des noms de métiers à la masculine. Pourtant, ils existent déjà. Personne ne leur dispute boulanger pour désigner le monsieur à la caisse de la boulangerie pendant que la boulangère, elle, travaille au fourneau. Personne ne songe non plus à leur interdire les noms de métiers, mettons hôte d'accueil, assistant paternel, homme de chambre, enfin, oui, bien sûr. De surcroît, à la Québec, des hommes autrices revendiquent une forme masculine de ce nom de métier que nous tolérons, hein, oh, si ça peut leur faire plaisir aux hommes, autrice. Mais si, mais si, c'est masculine, autrice, bien sûr. Autrice, A-U-T-R-I-S, sans E, enfin sans E, sans la lettre E, attendez-moi. Comment ça? Vous parlez, Grégoire? C'est original. Et là, qu'est-ce que vous dites? Ça ne s'entend pas à l'oral. Alors déjà, lorsque l'on est autrice, on écrite. Alors, elle est utile que ça se voit à l'écrite. Et par ailleurs, bien sûr que si, ça s'entend. Et bien sûr, c'est parce que ce n'est pas la même prononciation, vous voyez. La forme féminine est forte, avec la E qui l'ancre, comme un ovaire déterminé, vous voyez, autrice, avec force, comme ça. Alors que la forme masculine est laissée délicieusement indécise, virevoltante, en suspens, comme un pénis désorienté, vous voyez. Autrice, voilà. Rien ne vous empêche de faire un effort de prononciation. Mais ce raisonnable compromis ne saurait leur suffire, là, et ça, ces hommes-là, déchaînés chez nous, rassemblés en assaut haineuse de Malbé. Le mâle de la femelle, je voulais dire. Si, c'est ça que je voulais dire. Ces farfelus revendiquent par exemple le mot écrivain, pour parler d'un homme écrivaine. Mais d'abord, la genre féminine est neutre. Hein, oui, évidemment, la genre féminine est tout à fait neutre, hein, et l'on pourrait, depuis la création de l'Académie, et l'on pourrait croire comme cela de prime abord que cette décision n'eut que peu d'incidence, mais bien à la contraire. Désormais, depuis la création de l'Académie, eh bien, les noms, les participes passés avec l'auxiliaire avoir et autres participes présentes deviennent invariables, neutres. C'est-à-dire qu'un homme parlant à un autre homme est tenu de dire, par exemple, « Heureusement, j'ai comprise la sermonne de la prêtresse à la messe dimanche dernier. » Et elle est certaine qu'Adam est né d'une côte d'Ève dont elle ne savait que faire. Vous voyez? Et donc, ce qui est très drôle, exemple par hasard, et ce qui est très drôle, c'est que dans le « elle est certaine », eh bien, le « elle » n'est absolument pas féminine, mais tout à fait impersonnel. Vous voyez, c'est très drôle. Alors, sur la question du mot écrivain, moi je suis d'accord avec ma grande amie, l'immense intellectuelle Frédérica Beck-Beder, qui dit à ce sujet « Je hais les écrivains. J'attrape une éruption cutanée chaque fois que j'entends ce terme immonde. » Voilà, tout est dans la mesure. Frédérica Beck-Beder, qui un jour d'ailleurs sera immortelle, hein, ça passe le temps à l'Académie, bien entendu. Et puis, après tout, les hommes écrivaines sont une espèce si rare, sont de telles exceptions à la règle générale qui veut que seules les femmes écrivent de grandes œuvres qu'elle n'est pas utile d'avoir un mot pour les désigner. Je n'invente rien, j'en prends pour preuve notre matrimoine littéraire. Ce n'est pas une hasarde si l'on étudie à l'école Victorine Hugo et non Jules Drouet. Si l'on étudie Judith Shakespeare et non son frère hypothétique, William, inventé par un autre prostatique, là, Virginia Woolf, l'on ne va tout de même pas inventer un mot juste pour les frères Brontë ici. John Eyre et les hôtes de Hurlevent, ça ne suffit pas à faire un patrimoine, tenez.
Encore un mot ridicule qu'ils veulent nous imposer, ça. C'est une association, la collective FH, revendique qu'elle y ait des journées du patrimoine, difficile à dire, hein, patrimoine, ça accroche la gorge, vous voyez, et ça donne des aftes en fait. N'essayez pas, hein, à la place des journées de la matrimoine, voilà, matrimoine, facile à dire, comme du miel, qui suffisent pourtant amplement quand je pense qu'il y a encore aujourd'hui des pays dans le monde où les hommes n'ont pas le droit de voter ou de conduire une voiture. Ces hommes-là, privilégiés de chez nous, feraient quand même mieux de s'occuper de ces vrais combats au lieu de perdre leur temps et surtout le nôtre, les copines, avec ces histoires de bons hommes sur les mots employés. Ces damoiseaux feraient quand même mieux de s'occuper des choses plus graves qui se passent loin de moi. D'ailleurs, damoiseaux. Encore un mot adorable qu'ils veulent nous interdire, c'est une association. Oser le masculinisme. Demander à une compagnie qu'elle y ait plus que madame et monsieur dans les documents administratifs. Et pourtant, c'est de la galanterie, mon damoiseau. C'est élégante. Ça veut dire que les hommes sont encore frais. Par exemple, je n'irais pas dire monsieur à Grégoire, qui fait preuve d'une fraîcheur. Hein, je ne sais pas qui peut voir son visage, mais c'est extraordinaire. Bon. Et en plus, étymologiquement, eh bien, ça veut dire mon petit puceau. C'est pas adorable. Alors, de toute façon, ils veulent nous interdire, les masculinistes, tout ce qui fait la beauté. Finalement, le grand acteur Quatrain de Neuf, non, ne cherchez pas, ce n'est pas un code à 4 chiffres. Le grand acteur, vous savez, bon, eh bien, il a toujours tenu à être appelé mon damoiseau, justement pour marquer son indépendance. Et moi, ça, je trouve ça bien comme combat. Monsieur, ça fait vieux. Plein de jeunes hommes se vexent, hein, d'ailleurs, si on les appelle monsieur, alors qu'ils ne sont pas mariés. Eh bien, comme Quatrain de Neuf, ils se sentent alors importunés, n'est-ce pas? Eh bien que l'importunance, l'importation, je ne sais pas, il faudra qu'on tranche à l'Académie, est un droit inaliénable, n'est-ce pas, pour les femmes, d'importuner l'homme, cette créature mystérieuse. Eh bien, je préfère, à titre personnel, ne pas vexer les hommes qui n'ont pas encore de propriétaire. D'épouse, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Oui, monsieur égratigne l'orgueil du damoiseau. Cette vanité exquise et sensible de l'homme disponible, jeune, de l'homme jeune. Véridique, vous pouvez m'en croire, puisque je suis un peu ce qu'on appelle une femme à homme. Ah, j'en ai connu dans ma longue vie des poulets, des jolis, hein. L'âge d'or, quand aucun prostatique ne venait nous importuner en beuglant des mythos, moi aussi, moi, il parle que d'eux. Finalement, moi, je suis assez d'accord avec mon amie, la grande actrice Jeanne de la Jardine. Eh bien, comme elle, je l'ai dit, je suis fatiguée. Oui, parce qu'eux, ils sont toujours là en train de nous embêter avec des « Oui, mais nous, les femmes, elles nous violent. » Hein. En attendant, nous, on a des coups de barre. Et ça, personne n'en parle. Voilà. Finalement, je suis, comme mon autre grande amie, hein, prochainement également immortelle, Romana Polanska, j'accuse les militants masculinistes d'un crime terrible. On ne sait plus comment draguer. Avec la menace falucieuse de la harcèlement, avec le hashtag balance ta truie. Qu'est-ce que vous dites, Grégoire? Du coup, faudrait dire à la place de mon damoiseau aussi mademoiselle. Mais non, Grégoire, non. Non, mademoiselle, ça n'existe pas. Bien sûr, non. Nous, c'est madame depuis la naissance et c'est très bien comme ça. Et puis, dans écrivain, pour revenir à ce terme, on entend quand même vachement vin, je vous ferai dire. Et puis pas le grand Bordeaux, hein, la piquette, vous voyez, vanité, nulle. De quoi? Qu'est-ce que vous dites encore, Grégoire? Dans écrivaine, on entend veine aussi, du coup? Non.
Non, ça n'a rien à voir. Et puis, écrivaine, à la limite, si, on ne sent presque écrire artère, finalement. Mais arrêtez avec cette mauvaise foi. Taisez-vous, mais taisez-vous. Ça vous pendait au nez, ça, Grégoire. Bon, alors, je leur ferai en plus remarquer à ces bons hommes que dans écrivaine, le mot écrivain est contenu. De même, dans médecine, le mot médecin y est et prend même beaucoup de place. À une lettre près, hein, ils viennent nous casser les ovaires des académiciennes. Académie où il y a même des hommes aujourd'hui. Si, moi j'étais contre, mais au moins, autant que dans les noms de rue et les stations de métro, c'est au moins là, 2%. Peut-être même plus, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais je leur rends famage à ces hommes, mes consoeurs académiciennes. Vous avez dit que c'était plus clair, bon. Finalement, à ces petits mascus qui nous parlent de langue, j'ai envie de leur dire, la langue, Grégoire, elle ne vous concerne que quand on vous la demande, et pour en faire un tout autre usage. Et puis, finalement, cette prostatie-là généralisée, comme dirait ma grande amie Gertrude de Freud, ça vient d'un complexe clitoridien. Mais bien sûr. Et alors là, franchement, on les comprend. Parce que, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes là, de cet attirail mou et fripé? Non, mais qu'est-ce que c'est, hein? Honnêtement, Grégoire, vous en pensez quoi de vos testicules? C'est quand même, hein? Puis il y en a 2 en plus. Hein, puis alors, en plus, je suis désolée, mais vous prétendez avoir des organes de plaisir. Alors d'abord, la prostate, on ne l'a jamais vue. Hein, peut-être c'est une légende, on ne sait pas. Et puis, le pénis, excusez-moi, mais nous, on sait ce que c'est qu'un organe de plaisir. Vous voyez? C'est-à-dire la clitoris. Ça sert qu'à ça. Hein? Vous, pardonnez-moi, mais vous faites pipi avec. D'où l'odeur. Non, ça n'est pas un organe de plaisir que vous avez en pénis. C'est une hypertrophie de l'urètre. Voilà. Et puis, nous, on sait se tenir. Vous voyez, les ovaires, on les a gardés à l'intérieur. Vous laissez pendouiller les testicules. Honnêtement, c'est pour qu'on tape dedans. Bon. Alors, malheureusement, loin de se reposer sur les directives gouvernementales, hein, celles de Mme Macron et d'Eduarda Philippine, qui préconise qu'on n'utilise jamais l'écriture inclusive, bien entendu, eh bien, loin d'écouter ces directives, des petits militants masculinistes revendiquent à la place de la formule historique consacrée droit de la femme, hein, avec une grande F majuscule. Alors ça, d'ailleurs, les copines, on a été très fortes, parce que déjà, droit de la femme, ça permet de leur poster dessus, déjà, ce qui est absolument superbe en cas de coronavirus, n'est-ce pas? Et puis, par ailleurs, on rehausse encore un mot qui nous désigne, avec une majuscule à femme, pour leur faire croire qu'ils sont compris dedans. Hein? Si c'est pas bien trouvé, cette histoire, bon. Eh bien, des petits masculins demandent qu'on dise comme ça, droit de la personne humaine, droit de l'humaine, voire droits humains. Alors qu'on a beau leur dire hein, que c'est droit de la femme avec une F majuscule, mais ils sont jamais contents, ces bons hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ces masculins nazis? Alors, oui, c'est vrai. Historiquement, quand Robespierre, Marat, Danton et leurs copines ont écrit la déclaration sacrée des droits de la femme et de la citoyenne, c'est vrai que seules les femmes étaient concernées, les hommes étant considérés mineurs à vie sous l'autorité de leur mère, puis de leurs épouses. Âge d'or, encore une fois. En même temps, il faut les comprendre, les révolutionnaires. Si les hommes avaient eu le droit de voter à l'époque, ils auraient tous voté comme la prêtresse du village. Hein, aucun libre arbitre, ces bigots, là, ces crapauds de bénitier. Alors, aujourd'hui, on n'aurait pas la grande et belle démocratie qu'on connaît. Hein? Liberté, égalité, sororité. Et ne venez pas nous péter le clito avec le mot de fraternité. Le mot de fraternité n'existe pas. C'est de la couillerie. Il n'est pas dans mon dictionnaire. Le mot de fraternité et de sororité suffit amplement à dire que nous sommes toutes des sœurs. Que voudrions-nous bien dire de plus? Ça veut dire quelque chose, hein, ces mots gravés au fronton des mairies, comme ceux au fronton de la Panthéon, vous voyez, aux grandes femmes, la matrie reconnaissante. Voilà. Finalement, nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de la mise en danger de nos valeurs actuelles. Oui, nous sommes aux prises, et je cite une des très bonnes unes de votre journal, Valeurs actuelles,
nous sommes aux prises avec une mafia masculine, une macusphère, un dangereux entre-soi idéologique et sociologique, un putsch, une emprise sectaire, la pieuvre des nouveaux inquisiteurs, j'ai nommé la nouvelle terreur masculiniste. Ces masculins qui préfèrent le foot masculin et qui cassent l'ambiance en soirée. Bon. Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis une femme, déesse merci. Je ne suis pas misandre, hein. Mais leur écriture incultive, là, et puis obscène, c'est une pérille mortelle. C'est drôle ce que je vois faire ça. Alors, je vais ouvrir le mien, moi, pour que tu entendes. Tu vois, personne ne peut se lever non plus parce que sinon, ça fait tout basculer. Mais standing ovation, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup. Alors, ils sont jamais contents, les hommes, ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents, on n'est jamais contents. En tout cas, je peux dire que ce soir, il y a 63 personnes qui sont ravies. Donc, merci infiniment. Donc, ce que je vous propose… Alors, moi, j'ai une question avant, parce que ça fait longtemps que je te suis, que je te vois, etc. Est-ce que tu arrives à parler tout le temps comme ça? Oui, lorsque j'ai la chance, c'est l'avantage de la confinement. Lorsque j'ai la chance de ne voir, de pouvoir, parce que je suis bilingue en fait, je parle à la féminine universelle et puis des fois, quand je fais des interventions en entreprise, tout ça, il faut que je remette ma casquette au masculin, hein, parce que sinon c'est dangereuse pour moi. Et donc oui, quand j'ai l'occasion de parler surtout à des féministes, ça vient assez rapidement et je vous la conseille parce que ça redresse en fait, ça nous redresse d'avoir une langue qui nous dise, une langue où, parce qu'évidemment, c'est pas pour rien que les académiciens refusent, et je mets au masculin exprès, hein, 3 académiciennes colonisées, enfin je veux dire, je pense qu'on peut dire les académiciens, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'ils refusent que ça bouge. Là, dans l'extrait que je vous ai fait, j'ai raconté un peu la création de la masculinisation du langage. C'était vraiment une décision politique au moment de la création de l'Académie française par Richelieu au XVIIe siècle. Et donc, c'est la vraie histoire de la masculinisation de la langue. C'est-à-dire qu'avant la création de l'Académie, la langue n'est pas du tout aussi sexiste. On ne respecte absolument pas, la règle n'existe pas, du masculin l'emporte sur le féminin, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce que je raconte, c'est que ce qui existe, c'est la règle de proximité, c'est-à-dire la fait d'accorder avec le nom le plus près de l'adjectif. Donc, typiquement, les femmes et les hommes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles. Hein, cette chose-là qui était absolument respectée par tout le monde, parce qu'en fait, elle est instinctive aussi. Les enfants font ça naturellement quand elles sont petites, quoi. Et donc, c'est contre-intuitif d'aller accorder avec un élément masculin dans le sujet. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y avait aussi la règle de majorité, c'est-à-dire si je parle de 3 personnes, 2 femmes, un homme, bon, j'accorde tout à la féminine, hein, ça semble assez logique. Et puis, il y avait aussi la règle de choix, c'est-à-dire si on parle d'un groupe de personnes, on ne s'est pas amusé à vérifier la forme des organes génitaux de tout le monde et à compter, eh bien, on peut choisir d'accorder à la féminine ou au masculin. Et c'est très pratique, notamment pour les poétesses et les poètes qui peuvent choisir leur rime. Donc, c'est comme ça que ça se passe pendant des siècles et des siècles. Il y a aussi, évidemment, l'utilisation normale des mots autrice, professeuse ou professoresse, il y avait les deux, poétesse, sculptrice, philosophesse. Oui, il y a fesse dans philosophesse, mais ça se passe très bien. Et donc, c'est des mots, en fait, d'un usage complètement normal. Et puis, l'Académie vient vraiment faire cette chose-là où elle change le sens. Donc, elle garde ambassadrice, mais ça devient la femme de l'ambassadeur. Et elle va interdire des mots. Parce que lorsqu'on interdit un mot, on interdit la pensée qui va avec. Et donc, c'est vraiment d'une grande incidence, d'une grande importance. Et moi, je conseille de vous amuser à parler la féminine universelle parce que comme le langage structure la pensée, dès l'instant où vous existez dans votre propre pensée, par exemple, Simone de Beauvoir, si elle avait écrit avant la création de l'Académie, elle aurait écrit « On ne naît pas femme, on la devient ».
qui est absolument logique, hein, par ailleurs. C'est comme elle était une fois, c'est une fois qu'elle était. Si on parlait d'une histoire de cirrhose, on pourrait dire il était un fois. Mais là, c'est une fois, vous voyez. Et donc, ça fait partie des choses. Lorsqu'on lit, par exemple, maintenant les lettres de Madame de Sévigné, on la lit dénaturée, au masculin l'emporte. On ne la lit pas comme elle l'a écrit. Elle disait heureuse, je la suis, bien sûr. Donc, c'est vraiment important de voir qu'il y a eu tout cet effacement en fait, des femmes, de leur façon d'écrire, de penser. Et donc, c'est à la fois rendre hommage aux autrices de notre patrimoine qui se sont battues pour que le masculin l'emporte ne passe pas, qui se sont battues pour garder les noms d'autrices, les noms de professeuses et qui n'ont pas obtenu gain de cause parce qu'elles n'étaient pas à l'académie précisément, elles n'étaient pas ministres, enfin voilà. Mais donc déjà, c'est rendre hommage à nos aînés, c'est historique, c'est matrimonial comme démarche. Et puis en plus, ça vous fait exister dans vos propres pensées. Et ça pour redresser l'estime de soi, le sentiment de légitimité, c'est impressionnant vraiment, donc je vous la conseille. Ouais, chapeau, parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Moi, je sais que quand on a commencé à s'intéresser justement à ces questions, et là, il y a des dates qui sont demandées, moi, je vous invite à relire Rabelais aussi, et là où vraiment on voit la règle de proximité ou la règle du nombre. Voilà, c'était juste logique. Et en effet, beaucoup de gens ne savent pas, c'est des décisions politiques, comme tu l'as dit, qui ont fait ça. Alors, il y a des gens qui demandent à quelle date? C'est au XVIIe siècle exactement, je ne sais plus si c'est pas 1634 ou un truc comme ça. Si vous voulez des dates tout à fait exactes, vous pouvez lire les livres d'Éliane Viennot. Donc elle est citée dans mon texte, Éliane Viennot, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment Non, le masculin ne l'emporte pas, où on revient vraiment sur toute l'histoire de la masculinisation du langage. Elle a aussi écrit des manuels d'écriture inclusive. Qui reprennent aussi cette histoire-là, donc c'est très intéressante. Et sur les noms de métiers, par exemple le mot autrice, celle qui nous l'a rendu, c'est Aurore Evin, qui était très seule au début, lorsqu'elle disait autrice, même des féministes lui disaient ah non, ça c'est pas possible. Enfin, il y a vraiment des levées de boucliers très fortes, quoi, et qui a persisté et qui a expliqué que ce nom avait existé pendant des siècles et des siècles et qu'il avait été interdit, retiré des dictionnaires, enfin pas mis dans les premiers dictionnaires au moment de l'Académie française, pour que les petites filles ne puissent pas se rêver autrices, pour que lorsqu'on écrit, les femmes aient le sentiment d'être illégitimes sur un terrain masculin. Et c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas nommée, vous n'existez pas. Donc c'est vraiment, elle s'est battue, elle nous a rendu le mot autrice, le mot matrimoine aussi, qui ensuite a été repris beaucoup par le collectif HF. Mais donc, voilà, je vous conseille d'aller sur le site d'Aurore Evin, et puis de voir les pièces qu'elle monte, puisqu'elle monte des autrices du matrimoine, de théâtre. Et puis les ouvrages d'Éliane Viennot, vous aurez toutes les précisions historiques très précises. Oui, en effet, Éliane Viennot. Alors évidemment, quand dans le magazine, les pages expertes sont sur l'écriture, évidemment, c'est Éliane Viennot qui a fait le papier. Et juste pour info aussi, pour les membres du club, ce magazine Femmes ici ailleurs, donc, a été créé fin 2012 sous le titre à l'origine Femmes en résistance. Depuis le premier numéro, utilise l'écriture inclusive. Depuis le tout premier numéro, c'était le premier magazine. Moi, je vous avoue, honnêtement, au début, les points, quand le HCE a décidé que c'était des points finalement et pas des tirets, etc., j'étais la première à râler et aujourd'hui, je ne peux plus. Ça m'arrache les yeux, vraiment. S'il n'y a pas ça, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Alors, il y a des gens qui te demandent les références de ton bouquin, si on peut l'acheter en ligne, Tiffaine, avant de continuer. Alors, mon livre qui existe, c'est le texte de Comte Arbour, qui est écrit également à la Féminine universelle. Et donc, c'est la première pièce dont je vous parlais sur la réécriture du conte de fées. Celui-là, on peut l'acheter en ligne, en effet. Si vous allez sur mon site www.tiffen-d-d.com, vous pouvez. On me l'apporte, il est ici. Vous pouvez le commander en ligne en effet. Et puis pour la pérille mortelle, j'attends que le spectacle vive encore quelques années parce qu'il évolue aussi énormément avec l'actualité. C'est jamais la même représentation. Je glisse tout le temps les dernières masculinades en date dedans. Mais ça arrivera aussi. Ouais. Après, pour lire un extrait de la pérille mortelle, vous pouvez retrouver le numéro de Famille ici ailleurs. Puis il y a une revue aussi une revue pédagogique à destination des pédagogues, donc des profs,
la revue GLAD, G-L-A-D, où dedans on peut trouver aussi un extrait de La Pérille mortelle et puis une espèce de manifeste, parce que cette langue que j'ai créée au fur et à mesure de l'écriture, je l'ai appelée la féminine universelle. Et donc, c'est un manifeste aussi sur la création de la féminine universelle qu'on peut trouver sur cette revue-là. Ouais. Génial. Et puis, je suis sûre que quand tu vas revenir en France, puisque tu vas revenir un jour et quand on aura fini tout ça, il y a des gens qui demandent si tu fais des signatures en librairie. Donc, oui, oui bien sûr, mais il faut attendre. Oui. Et alors, il y a Aude Teneur. Alors, Aude Teneur, elle est journaliste au sein de la rédaction de Femmes ici ailleurs et qui pose 2 fois la question. Donc, Aude, je te laisse, je vais lire ta question. Est-ce que tu as des inspirations littéraires, notamment, sur cette inversion de la langue ? En fait, vraiment, encore une fois, je n'avais pas prévu de travailler là-dessus et c'est le blocage de Il était une fois qui a fait découler tout le reste. Et puis, mes discussions avec beaucoup de militantes et de sœurs féministes, dont certaines sont là. Mais donc, non, j'ai pas eu accès en fait à ces travaux-là avant. C'est-à-dire que j'ai rencontré après Aurore Evin et Eliane Viennot qui m'ont donné des légitimités historiques à poursuivre mon travail et aller toujours plus loin parce que c'était aussi rendre hommage à notre patrimoine, comme j'ai dit. Mais non, j'ai pas eu. On m'a parlé avec Isabelle Alonso, qui fait un autre type de travail sur la féminisation aussi, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Après, on m'a dit que c'était pas exactement la même façon de faire. Forcément, on est toutes différentes. C'est une démarche aussi artistique. Mais a priori, non, j'ai pas eu d'influence, puisque même en ayant lu des autrices de l'Ancien Régime d'avant l'Académie française, je les ai lues dénaturées. Donc, j'ai vraiment dû avancer au début un peu dans le brouillard, avec aussi des femmes même féministes qui, pour des raisons qu'on comprend très bien, me disaient « mais non, ça va rendre ton livre illisible ». Et en fait, le retour que j'ai, notamment sur la lecture de Compte à rebours, c'est qu'on est surprise à la première page, aux premières lignes, et puis qu'après… on intègre ça extrêmement facilement, quoi, et on comprend tout. Et on comprend tout, oui. Mais c'est vrai qu'au début, c'est déstabilisant. Tu dis, et puis même quand on voit ce que tu écris, etc. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et le parallèle à faire avec Femmes ici ailleurs, depuis le début, c'est de donner de la visibilité. Et c'est pour ça que Pierre-Yves, au début, en tant que rédacteur du magazine, il avait dit, il faut absolument qu'on utilise cette écriture-là pour justement donner de la visibilité. Et dans les exemples qu'on peut trouver par rapport à ça, c'est quand on parle par exemple des manifestations, si on dit 10 000 agriculteurs dans la rue, évidemment, on n'imagine pas qu'il y a des agricultrices. Donc, comme tout ce qu'on fait, tout est lié. C'est vraiment une question de visibilité. Donc, c'est pour montrer. Et petit à petit, en fait, ça avance. Est-ce que tu fais des interventions en milieu scolaire par rapport à ça ? Oui. En fait, les 3 spectacles dont je vous ai parlé circulent à la fois dans plusieurs pays francophones et à la fois dans plusieurs contextes. Donc, soit je suis invitée, par exemple, par des collectivités territoriales, des villes aux régions, soit dans des événements vraiment autour du spectacle où, en général, il y a un débat à la fin, où c'est le moment de reprendre tout ça, soit même dans des sessions de journée de formation, c'est ce que j'ai fait pour le Val-de-Marne encore en début mars, où là, il y a une section de journée de formation sur des enjeux qui touchent aux droits des femmes et à la lutte contre le sexisme. Et il y a le spectacle qui vient s'intégrer là-dedans, avec un moment d'échange aussi, souvent, et puis un moment même de dédicace du livre, enfin voilà, d'échanges là comme ça. Et donc, ça rentre vraiment dans une formation. Et puis, je joue aussi à la fois pour des salles de théâtre, bien sûr, pour des festivals, pour des assos et pour des établissements scolaires. Donc, ça, des universités au lycée et même pour Compte à rebours collège primaire. Et donc là, c'est pareil, il y a toute une discussion dans la version de Compte à rebours pour les enfants. Donc, c'est vraiment le même spectacle, mais adapté aux enfants, bien sûr, à partir du CP. Là, on a aussi des échanges avec les élèves. Et dans le spectacle, j'intègre l'histoire de la masculinisation du langage. En plus, le cardinal Richelieu, en général, les enfants le connaissent parce que c'est le méchant dans les 3 mousquetaires. Donc, ça permet aussi de situer un peu le truc. Mais donc, oui, c'est des choses qu'on discute. Et dans le spectacle avec les enfants, c'est encore beaucoup plus interactif. Et donc, je leur pose la question, est-ce que vous trouvez ça juste, vous, que le masculin l'emporte sur le féminin? Et là, vous avez des salles entières. Ça m'est arrivé à Toulouse, comme ça, d'avoir 400 quatrièmes en face de moi. Et donc, de poser la question et d'entendre un grand flot de « Non !»
Enfin, les enfants savent en fait que c'est de la merde. Et là, c'est très drôle en général parce que il y a donc les enfants qui sont très à l'endroit. Des fois, il y a un ou deux mecs qui osent dire ouais, puisqu'on est plus fort. Alors, ils se font lyncher par les filles, c'est très drôle. Et en fait, ce qui est encore plus amusant, c'est qu'en fait, les personnes les plus perturbées par ça, en général, c'est les pédagogues, c'est les profs autour qui se disent ah, merde, ce qu'il faut qu'on retourne en classe et qu'on reparte avec ces traits pourris, comment je vais faire? Donc, c'est ça qui est rigolote, c'est que à la fin, quand les enfantes et les enfants et les ados viennent me voir, en fait, c'est assez drôle de voir que spontanément, elles ont pris la féminine universelle. C'est-à-dire qu'elles viennent me voir à la fin du spectacle et elles me disent ah, merci, c'était merveilleuse, quoi. Mais c'est spontané. Enfin, je veux dire, ça va extrêmement rapidement. Et puis, voilà, encore une fois, les enfants comprennent très bien quand un truc est illogique et leur demandent des efforts d'apprentissage. Parce que non seulement c'est une démarche de masculinisation, la création de l'Académie française, mais c'est une démarche élitiste aussi, de manière extrêmement claire. C'est une démarche classiste, c'est-à-dire que c'était vraiment que des hommes blancs, nobles, riches, qui se rassemblaient entre eux et qui ont marqué dans leur façon de créer même l'orthographe, que la volonté, c'était qu'on puisse, en lisant une personne, distinguer les hommes de lettres des simples d'esprit et des simples femmes. C'est-à-dire que nous, carrément, on est après les simples d'esprit. Et donc, c'était un marqueur de la noblesse couillue, d'avoir le temps d'intégrer des règles aussi débiles que celles de l'orthographe à la française et aussi aléatoires et aussi illégitimes, les 1000 façons de faire le son S, par exemple, parce que c'est débile, quoi, d'apprendre toutes ces exceptions. Et donc, ça va devenir un marqueur social. Et donc, quand on lit une personne, si elle ne fait pas de faute d'orthographe, encore maintenant, quand on donne des lettres de motivation, par exemple, les gens qui font des fautes d'orthographe sont disqualifiés. Alors qu'en fait, c'est tout à fait injuste. D'abord, il y a toutes les dyslexies, les dysorthographies, etc. Mais en plus, évidemment, c'est un marqueur social. Qui a le temps dans sa vie, franchement, d'apprendre autant d'absurdités plutôt que de se confronter à la vie, à la survie? Enfin, on n'a pas le temps, en vrai. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est aussi une démarche de résistance, même sociale, en fait, de ne pas respecter leurs règles à la loi. C'est marrant ce que tu dis, parce que alors, lundi après-midi, on a eu un échange avec Muriel Salle, que tu connais, j'imagine, qui est donc historienne et qui nous parlait de où sont les femmes dans l'histoire. Donc, évidemment, tout est lié et c'est aussi pour ça que Femmes ici ailleurs s'appelle Femmes ici ailleurs, parce que tout ce qui se passe ici a des conséquences sur ailleurs, et aussi bien dans la langue, dans l'orthographe, etc. Alors, il y a le Pierre-Yves qui demande, et c'est marrant, je vais me poser la même question, est-ce que tu as des échanges avec certains ou certaines de nos amis académiciens, siennes? Des échanges cordiaux? Je n'ai pas ce bonheur. Non, j'ai une copine avocate qui m'a dit qu'il faut que tu fasses attention à ce que Finkielkraut ne vienne pas porter plainte pour diffamation, je ne sais pas quoi. Mais non, heureusement, je n'ai pas de rapport avec ces gens-là. De toute façon, je n'ai pas à en avoir. Il faut bien comprendre que c'est une bande de vieux mecs blancs cooptés, absolument illégitimes, qui ne sont ni linguistes, ni historiens, ni rien du tout. C'est un scandale qu'il y ait de l'argent public qui passe dans l'académie. C'est un scandale. C'est un reliquat de l'Ancien Régime. Je ne comprends pas comment ils sont passés à travers la guillotine à la Révolution. C'est toujours un mystère pour moi. Enfin, c'est dingue, en fait, d'avoir encore une académie française avec leur costard à la noix et leur sabre. C'est de la folie. Hein. Je suis désolée, mais là, il faut faire quelque chose. Il faut récupérer l'académie et faire des logements pour les femmes, pour les héroïnes victimes de violences. Enfin, je veux dire, il faut faire quelque chose, quoi. Non, j'ai pas du tout envie de leur parler. C'est personne. C'est comme si on demandait son avis sur la langue à Dédé qui passe dans la rue. On s'en fout de leur avis. On s'en fout. Même quand soudain ils sont d'accord avec nous, mais ça nous fait une belle jambe. On n'en a rien à taper. Rien. Bon, en tout cas, pour l'instant, personne n'a porté plainte, donc ça c'est bien, surtout pas Finkielkraut. Il y a Johanna qui. Ouais, je le cite pas mal, alors il aurait du mal à porter plainte. Mais... Puis je crois qu'il y a un droit à être un peu. Je sais pas, la folle de la reine. Si on devait porter plainte contre tous les humoristes et depuis les chansonniers, chansonniers d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, je pense que les tribunaux ont autre chose à foutre et notamment s'occuper des femmes victimes de violences. Il y a quelqu'un qui demande comment réagissent encore les hommes de ton entourage, et c'était surtout par rapport à justement à toi, j'allais dire ta façon de parler, comment tu l'appelles, le féminin. La féminine universelle. Voilà. Même les mecs qui se disent alliés du féminisme, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors déjà, moi je trouve plus intéressant de se concentrer sur la réaction des femmes et des enfants, honnêtement, comme je vous l'ai dit, le fait que ça avance vite.
Le fait que beaucoup de femmes m'écrivent pour me dire mais merci en fait, parce que ça a ouvert des champs de possibles dans mon cerveau, de me rendre des noms de métiers, de me rendre une façon de dire où j'existe enfin. Enfin, je pense que moi, c'est vraiment pour les femmes et les enfants que j'écris. Et c'est quelque chose que disait déjà Fanny Raoul, une des autrices que je mets en scène. Elle disait, c'est pour les femmes seules que j'écris. Elle l'écrit en 1801. Donc si en 1801, on peut s'autoriser à dire ça, je pense qu'en 2020, j'ai le droit de dire, moi, c'est pour les femmes seules que j'écris, que je joue. Ça ne m'intéresse pas, la réaction des oppresseurs. S'il y en a qui sont contents, qui apprennent des trucs et qui deviennent des personnes plus viables dans la société, bah, tant mieux. Mais moi, je ne crois pas que c'est par les hommes que ça va changer. Je pense que comme dans toutes les luttes d'oppression, historiquement, on peut regarder ce qui s'est passé pour les luttes contre le racisme, etc. C'est jamais les oppresseurs qui se penchent sur les opprimés en se disant « Dis donc, on va un peu desserrer les chaînes, ils ont l'air gênés ». C'est jamais ça qui se passe, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les opprimés se rendent compte qu'elles subissent une oppression ensemble. Elles font peuple. C'est ça, la sororité. Parce que les femmes se rendront compte qu'elles sont un peuple. Le patriarcat, il pète en 2 minutes. Et donc, moi, je crois dans le fait de prendre soin les unes des autres, de recréer cette sororité, de recréer l'amour des autres femmes et de soi-même. Et c'est vraiment pour ça que j'agis. Donc après, les réactions des hommes, quelque part, j'y pense pas. D'abord parce que s'il y en a qui réagissent bien, super, encore une fois. S'il y en a qui réagissent pas bien, si je me mets à y penser, ça va m'empêcher d'écrire comme j'ai envie de le faire. Donc, si quand on écrit, on pense, est-ce que je vais pas vexer les hommes? En fait, on n'écrit pas comme on a envie d'écrire. Et il y a encore cette espèce de regard de censure au-dessus de nous, de censure masculiniste, qu'on se tape d'ailleurs très gravement en général dans la société. Donc, moi, ça, j'y pense pas. Donc, je pense que la question est plus intéressante si on s'autorise à regarder et à prioriser les opprimés. Et donc, par ailleurs, me demander la question de la réaction des hommes dans mon entourage. Pour moi, il y a finalement, même si je comprends pourquoi on pose cette question, pour moi, il y a finalement ce truc de est-ce que c'est bon, est-ce que tu es validé par certains mecs, du coup, ça va, c'est pas trop extrémiste. Je pense qu'on est dans un monde où on le sait, les femmes sont assassinées par centaines de milliers, sont violées par milliards. Enfin, je veux dire, je pense qu'on peut s'apaiser sur le fait que mon spectacle n'est pas un spectacle violent. Hein, je veux dire, voilà, c'est clair. Et puis, c'est suggéré qu'il y aurait beaucoup d'hommes dans mon entourage, assez pour que je fasse une espèce de statistique. C'est pas le cas. Et voilà. Et donc, je connais évidemment, j'ai reçu plein de messages d'hommes qui me disent super, j'adore votre travail, qui me soutiennent, qui transmettent la référence de mes spectacles à des amis. Voilà, bien sûr, encore heureux qu'il y en a qui ne font pas de zèle dans leur oppression, mais j'ai envie de dire, c'est le minimum, quoi. C'est bien normal. Mais en tout cas, la réaction des femmes est très encourageante. La réaction des femmes est très encourageante et comme tu le dis, l'humour déjà, c'est pas violent. Donc en effet, la violence, elle n'est pas de ce côté-là. Je pense la question était surtout par rapport à tes potes, tu vois. Oui, mais ça suggère que j'en ai beaucoup. Voilà. C'est faux. Oui. Je suis quand même très, très entourée par des femmes. Enfin, quand on est féministe, c'est Rebecca West qui disait au siècle dernier, je ne sais pas ce que ça veut dire d'être féministe, mais je sais qu'on me traite de féministe chaque fois que j'empêche qu'on me traite comme un paillasson. Ouais. Bon, effectivement, c'est quelque chose qui se passe. Quand vous êtes féministe, sans avoir à faire du tri volontairement, il y a beaucoup d'hommes qui désertent votre existence et beaucoup de femmes qui arrivent. Et c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est assez logique, quoi. Donc voilà. Mais oui, il y a plein d'hommes qui sont absolument pas malheureux en voyant mon spectacle, qui rigolent beaucoup, évidemment. Mais il y en avait plusieurs d'ailleurs ce soir autour de la mosaïque. Et alors, c'était pas Grégoire, je crois que c'était Stéphane. Oui, c'est Stéphane. Non, mais il n'y a pas de Grégoire. Grégoire est dans mon spectacle. Non, mais c'est un personnage que j'invente. Je n'en prends à personne dans le spectacle. Grégoire est un personnage souffre-douleur fictif dans le spectacle. J'ai bien compris, mais je ne me souvenais plus du prénom de Stéphane. Et je pense que Stéphane a bien rigolé. Et puis Pierre-Yves aussi également. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que moi, j'en aurais plein, évidemment. Je trouve que l'idée du compte à rebours, elle est magique, quoi, parce que voilà, on a entendu ça depuis toute petite. Moi, j'ai une question, Tiffaine. Est-ce que tu es née féministe ou est-ce que tu l'es devenue? J'aurais envie de dire que oui, je pense que toutes les petites filles naissent féministes. C'est-à-dire qu'on
on arrive sur Terre avec de l'amour-propre, avec de la dignité, avec un accès à notre juste colère. Enfin, donc oui, après, on est maté dès la naissance, en fait, lorsqu'on est fille. C'est ça, l'oppression patriarcale. Et donc, j'ai été matée comme beaucoup, et puis notamment par cette propagande de Disney. C'est pour ça que je m'attaque à ça, c'est qu'en fait j'ai été la première à être spectatrice et à adorer regarder les Disney, mais vraiment, parce qu'on rêve avec ce qu'on a. Moi, j'avais pas grand-chose pour rêver, comme nous toutes, quoi. Donc j'ai rêvé avec Disney, j'ai rêvé aussi d'ailleurs avec les Trois Mousquetaires et avec la haine du cardinal Richelieu qui allait trouver à s'exprimer plus tard dans ma vie. C'est assez rigolo. Mais oui, j'ai grandi avec ça, et donc avec une façon de m'identifier au héros masculin parce que c'était forcément plus valorisant, et en même temps d'essayer de rendre plus humaines les héroïnes, de leur trouver des qualités parce que sinon c'était trop violent. Enfin, donc voilà, je reviens de loin, vraiment, j'ai été totalement sous emprise de l'hétérocaptivité, du patriarcat, de toute une propagande qui jouait contre moi. Bien sûr, je me rappelle d'où je viens, quoi. Et donc, ça a été un réapprentissage, en fait, d'amour-propre et de sororité, d'entrer dans les luttes féministes il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et ça a été la meilleure nouvelle de ma vie de découvrir la féminisme et les sœurs féministes. Je la conseille pour celles qui ne sont pas encore dans ces luttes-là. Celles qui doivent partir, je comprends, c'est l'heure. Hein. Merci d'avoir été là. Merci belle coupe. Mais donc oui, je la conseille parce que c'est merveilleux. Soudain, la vie se repeuple de femmes extraordinaires, vraiment géniales, de grandes combattantes, de grandes survivantes, et c'est des grandes héroïnes, quoi. Et donc non, ça a vraiment été un réapprentissage. Mais j'ai pas grandi dans un monde féministe du tout, si c'est ça la question. Ouais, entre autres, mais c'était ça la question, évidemment, et c'était ça aussi. Et c'est drôle parce que tout ce que tu dis, c'est tellement lié avec Femmes ici ailleurs. Alors, l'autre jour, je crois que c'est Muriel qui a dit ça un jour. On rigolait avec Pierre-Yves, et elle a dit, en fait, Pierre-Yves, toi, ta cam, c'est pas l'héroïne, c'est les héroïnes. Donc voilà, droguez-vous à mort avec les héroïnes du quotidien, les héroïnes du passé, du futur et celles de tous les pays avec Femmes ici ailleurs. Et juste aussi, je rebondis par rapport à, je ne sais pas Stéphane, si tu es parti avant de recevoir le dernier numéro du magazine. Oui. Voilà, et tu vas voir en rentrant, en fait, il y a un super reportage qui a été fait par Lena Burstern, une journaliste avec qui on travaille souvent, sur une crèche en fait en Suède. Les premières, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est Egalia, justement à déconstruire les stéréotypes dès la toute petite enfance, et avec quelques années de recul, voir où ça en est. Et tu verras, c'est passionnant. Et on a eu un échange la semaine dernière avec Léna qui racontait tout ça, et c'était hyper intéressant. Moi, je connais une étude aussi qui a été faite dans le Sud par Alter Ego sur les crèches. C'est édifiant. Donc, évidemment, tout est lié. Vraiment, tout est lié. Femmes ici, ailleurs. Donc, évidemment, il ne faut rien lâcher, donner de la visibilité, en parler, toujours et toujours. En rire aussi, comme tu le fais très bien. Et comme tu nous as fait rire surtout. C'est très drôle, cette inversion qui est absurde, totalement absurde finalement. Parce que si on écoute ce que tu dis et qu'on met dans l'autre sens, c'est absurde. C'est vraiment absurde. Donc, en effet, démultiplions les rôles modèles. Est-ce que vous avez encore des questions? Il y a surtout des bravo, merci, c'est fabuleux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a encore une petite question. Non, là, c'est brava. Très bien. Donc, voilà. Juste pour montrer. Excusez-moi, du coup, on vit complètement différemment. Donc, c'est celui-là. Tu dois l'avoir dans ta boîte aux lettres. Et avec ce super reportage sur cette école. Et puis bien sûr, tout plein d'autres choses. Et on continue. Donc, visibilité, parlez-en. Alors, attendez. Et encore. Non, c'est merci, à bientôt. Donc, merci, Tiffaine, du fond du cœur pour tous les membres du club Femmes ici ailleurs. Ça fait un bien fou. Ça aère la tête. Quel est le magazine, Stéphane? Le magazine, c'est le magazine qui est porté par le club Femmes ici ailleurs, qui s'appelle donc Femmes ici ailleurs. Non, mais il n'y a pas de problème, Stéphane.
Et ce magazine, donc, il est diffusé que dans ce cadre-là. Et je vous rappelle pour toutes les personnes qui ont été invitées aussi par Tiffen, donc le Club Femmes ici ailleurs, c'est un réseau national et même international de personnes, de femmes et d'hommes qui sont engagés et qui portent les valeurs communes et qui ont envie de faire bouger les lignes, de changer le monde, notamment en termes évidemment d'égalité. Le Club Femmes ici ailleurs donc, porte ce magazine qui est unique en France, sans pub, totalement indépendant, qui est fait que par des journalistes professionnels et également un blog. Donc, ce magazine et le blog, c'est ce qu'on dit, c'est qu'ils présentent tout ce que sont et font les femmes dans toute leur diversité, de tous les âges, etc. Il n'y a pas, et juste de façon positive et inspirante. Là-dedans, il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas de… il faut faire comme ci ou comme ça, parce que là, en ce moment, on en a ras-le-bol aussi. Le Club Femmes ici ailleurs, c'est des événements, alors aujourd'hui, qui sont organisés en ligne et grâce notamment à toute la super bonne participation et merci la super réponse de personnes comme Tiffen, comme Muriel Salle, Corinne Hirsch, Nicolas Barre, on en a encore plein. Et le Club Femmes ici ailleurs aussi se développe par les membres qui développent, qui font adhérer d'autres gens avec un système de parrainage-marrainage en fait, qui permet à des gens de gagner des sous. Donc, c'est extrêmement collaboratif. Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le lien du site internet en dessous. Et le Club Femmes ici ailleurs, c'est aussi des partenariats médias avec des personnes comme Tiffen. Et c'est vrai qu'on avait commencé l'année dernière et c'était Judith Vieille qui avait entamé le truc. Et puis, Judith a été super débordée. Mais là, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça va recommencer puisque Yasmine et Tiffen ont échangé. Et dès qu'on pourra reprendre une vie normale et que les spectacles vont recommencer, il y aura à nouveau Femmes ici ailleurs qui sera présent aux dates de Tiffen. Donc voilà, donc Stéphane, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Si c'est Tiffen qui vous a invité, évidemment, votre marraine, c'est Tiffen. Et je pense que c'est pas mal d'avoir comme marraine, et je finirai là-dessus parce que dans les contes de fées, il y a beaucoup de marraines. C'est un peu ça, Femmes ici ailleurs. On a tout le potentiel d'être la marraine de quelqu'un. Donc, si vous n'êtes pas encore dans notre chouette réseau, je vous invite vraiment à regarder et à nous rejoindre parce qu'on s'éclate. Et en ce temps de confinement, c'est fou en fait comme vous avez hyper vite réagi. C'est fou comme les rendez-vous se démultiplient. Et là, à partir de la semaine prochaine, du coup, on va être obligé d'en faire 2 par jour parce qu'il y a plein de gens qui écrivent en disant « Ah, mais il n'y a plus de place, etc. » Sachant que l'idée, c'est d'avoir quand même possibilité d'avoir un échange. Donc, merci Tiffen. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Bien sûr. Oui, c'est pour vous dire que je serais ravie, parce que c'est toujours courte, je serais ravie si vous voulez me trouver sur les réseaux sociaux, donc à Tiffen D, avec le fameux D tout court qui est l'équivalent du X de Malcolm X, si ce n'est que Malcolm X était un agresseur, mais c'est-à-dire que lui, il ne voulait pas porter les noms des maîtres esclavagistes qui avaient asservi ses ancêtres. Et donc, moi, j'ai un problème avec les patronymes, donc c'est pour ça que voilà. Mais en tout cas, oui, je serais ravie que vous me contactiez sur les différents réseaux, là, les Facebook, les Insta, les Twitter, tout ça. J'ai une chaîne YouTube aussi, où je mets des vidéos régulièrement. Là, en ce moment, ma marotte, c'est qu'on chante des chansons. Oui, c'est super sympa. Voilà, enfin des chansons, on reprend des chansons de femmes avec Sandrine ici présente. Salut, la guitariste. Merci à toutes les deux parce que c'est tout sympa. C'est gentil. Mais en tout cas, voilà, il y a la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. De temps en temps aussi, je commente l'actualité ou je mets des extraits de spectacles ou des extraits de textes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs aussi sur cette chaîne YouTube mon discours d'éloquence sur les féminicides dont parlait Marie Charvet au début pour la Fondation des femmes. Et donc ouais, je serais ravie s'il y en a qui ont des questions aussi. J'ai mon site internet où on peut s'inscrire à ma newsletter en ligne. Et puis, donc, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, des choses qui vous viennent après. Pas de problème, avec grand plaisir. Et je pense que c'est en se trouvant, puisque les réseaux sociaux existent, je pense que c'est en se trouvant comme ça qu'on peut créer des ponts de sororité et renforcer nos réseaux féministes. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Et j'ai été absolument ravie d'être avec vous. Donc, je remercie Femmes ici et ailleurs pour son invitation, Marie Charvet pour l'animation des questions et vous toutes d'avoir pris une heure de votre temps. Vraiment, c'était très chouette d'être avec vous. Merci à toi. Et puis, sois prudente. Soyez toutes prudentes, comme on dit toujours. Ne sortez pas. Voilà, c'est tout. Soyez prudentes. Merci, Tiffen.
YouTube, la chaîne de Tiffaine, sur Facebook, très présente. Et en plus, vous pourrez les entendre toutes les deux, j'imagine, dès ce soir, parce que c'est à peu près tous les jours que vous faites. Ouais, c'est ça. Là, on a mis des extraits du Baking of quand on a nos fous rires, mais, mais oui, on en prépare d'autres. On a John Baez, on a Anne Sylvestre dans les. Anne Sylvestre, c'est fabuleux, c'est une des préférées de l'équipe Femmes ici ailleurs, donc on a hâte. On a été voyager du côté de Nina Simone et de Nora Jones pour l'instant, et l'hymne des femmes, bien sûr, on a commencé par ça. Et puis, ouais, on a plein d'autres idées, plein d'autres envies. Donc, voilà. C'est super. Merci beaucoup parce que ça fait du bien aussi d'entendre tout ça. Gros bisous à tout le monde. Merci. Et puis, alors demain c'est à 14h, donc c'est une rencontre avec Louise Pluyot, qui a notamment fait le reportage sur les surfeuses marocaines. Et on sera également en direct avec une des surfeuses du reportage. Nathalie a réussi à la joindre et donc il y aura une connexion Paris, je ne sais pas où elle est au Maroc, mais donc je vous invite vraiment à venir parce que c'est le reportage, c'était dans le numéro d'avant et il est génial. Et Louise, il va y avoir un échange croisé avec ces deux personnes et puis ensuite plein d'autres choses qui vont vous être proposées la semaine prochaine pour vivre au moins mal cette période de confinement. Merci à toutes, bonne soirée. Merci à toutes. Salut, merci Tiffaine, bise. La petite fille qu'on voit, Léa. Deux beaux yeux bleus. Salut. Salut, merci beaucoup.